Robert Taze, j'ai 67 ans, j'ai travaillé 27 ans en banque, dans une banque américaine, JP Morgan, dans divers endroits, mais surtout à Bruxelles. J'ai ensuite travaillé pendant 14 ans à la bourse, à Bruxelles, pour la bourse qui s'appelle maintenant Euronext ou NYSE Euronext, puis à Londres, à Amsterdam et à Paris pendant 5 ans. Mais c'est simplement l'achat et la vente de pommes de terre. C'est l'achat de quelque chose et sa revente, ou la revente, ou la vente de quelque chose et son rachat ultérieur. C'est aussi l'achat de quelque chose, je veux dire un actif financier. Hein. Donc là, il y a toute la panoplie qu'on connaît et qu'on pourrait inventorier. On peut aussi acheter un produit et vouloir limiter le risque que l'on prend sur ce produit en faisant une opération parallèle de revente à terme ou en achetant un produit dérivé qui de facto va vous couvrir. Ça n'est que ça, mais c'est devenu extrêmement compliqué parce que l'algèbre financière, les mathématiques et les programmes informatiques sont utilisés d'une façon constante et de plus en plus. Un trader, c'est quelque chose qui n'a pas vraiment toujours existé, ou en tout cas dans sa forme actuelle. Il y a 50 ou 100 ans, les intermédiaires financiers, les agents de change à l'époque, ne travaillaient pratiquement que dans le marché des actions. Ils avaient un monopole d'intermédiation pour le marché des actions, et le trading, mon Dieu, n'existait pas beaucoup. Aux États-Unis, pendant le même temps, on a eu cet extraordinaire mouvement de dérégulation qui a duré très très longtemps. On se rappelle qu'après la crise de 29 aux États-Unis, on avait voté le Glass-Steagall Act qui séparait violemment les fonctions de banque de dépôt et de banque d'affaires. Et après coup, tout ça apparaissait comme étant une très très bonne mesure qui a aidé la bonne santé des marchés pendant très longtemps. Et au fil des années, on a finalement fait voler en éclats toute cette réglementation pour arriver au résultat qu'on connaît, à la crise actuelle. Quand les banques sont devenues beaucoup plus libres de faire ce qu'elles voulaient et qu'elles ont eu des fonds propres importants, etc., elles se sont rendues compte qu'elles disposaient d'un potentiel humain formidable qu'elles pouvaient étendre, et elles ont commencé à, grâce à la financiarisation de l'économie, et non pas seulement des produits bancaires, mais aussi dans les sociétés commerciales, elles ont découvert qu'elles avaient des talents dans leur maison qui permettaient d'en faire une source de profit qui n'existait pas avant. Et cette source de profit est devenue très importante proportionnellement par rapport à d'autres. Mais les traders parient ou jouent à peu près sur n'importe quoi qui est permis. En ce sens que le trading en action s'est développé, a continué, en obligation aussi, et les commodities, les matières premières, ou l'or, ou les métaux, tout ça, et bien entendu les produits dérivés, les credit default, les CDS, les credit default swap, tout ça, tous les objets dans lesquels on peut acheter et vendre et être long ou court, il ne faut pas dire con ou lourd, tous les produits dans lesquels on peut prendre des positions risques sont intéressants pour les traders, et on en a inventé de plus en plus. La sécurisation, par exemple, c'est une invention de nouveaux produits. Ça n'existait pas il y a 20 ou 25 ans, et on a sécurisé des dettes de carte crédit, bien entendu les prêts hypothécaires, et éventuellement une série d'autres produits, en faisant de ces actifs des produits financiers qui peuvent circuler d'une banque à l'autre, d'une maison à l'autre, en prenant aussi des positions sur les taux d'intérêt sur la durée. Je me fiche un peu des bonus, parce que les bonus des traders, c'est un pourcentage de leur profit. Leur profit résulte d'une chose, des prises de risque qu'ils ont pu faire pour le compte de la maison qui les emploie. Et réglementer les bonus sans réglementer les prises de risque, c'est absurde. Alors on l'a fait, on est en train de le faire. Dans pas mal de pays, on dit « Ah, ton bonus, tu auras maintenant 1/3 et les 2/3 différés dans le temps, ou sous forme de ceci, ou sous forme de cela. » Très gênant pour le trader, parce que lui, donc, il ne touche pas ça tout de suite, et il n'est même pas sûr de le toucher plus tard si les résultats ne sont pas ce qu'on attend. C'est une très bonne mesure. C'est idiot de donner à un gamin, un jeune trader brillant, un bonus de 2, 3 millions, 5 ou 10 millions d'euros. Toutes ces choses existent. Et puis l'année suivante encore,
quelque part, le type, il va perdre sa motivation parce que, bon, c'est vrai, quand on a 10 millions, on a envie d'en avoir 15, mais enfin, bon, on se protège déjà pour une génération ou deux, et je crois que différer les bonus, c'est bien. Mais si pendant ce temps-là, on continue de permettre aux banques de prendre des risques qui sont démesurés par rapport à leur potentiel ou par rapport à l'objectivité ou à l'éthique, on a un problème. L'éthique, c'est observer les règles, ce n'est pas les détourner. Le problème, c'est que la fonction a forcément évolué. Et là, quelque part, elle a dérivé dans la mesure où il y a eu sécurisation, mondialisation, nouveaux produits, innovation financière, etc. Donc, l'éthique, il faut lier l'éthique alors au fait à la spéculation, et la spéculation, pour moi, c'est prendre des positions risques qui n'ont pas de lien avec l'économie réelle. Et donc on arrive à la question, faut-il interdire les dérivés, faut-il interdire les positions à la baisse, etc. La réponse n'est jamais blanc ou noir, oui ou non. Il faut permettre au marché de fonctionner, mais on devrait tout de même les faire fonctionner dans un cadre plus précis. Le grand problème qu'on a eu maintenant avec les États-Unis ces dernières années et l'Europe, c'est surtout que le lobby financier, le lobby bancaire, l'oligarchie financière a réussi à imposer ses vues en matière de self-regulation. C'est-à-dire qu'on est assez grand pour se contrôler soi-même. Et par exemple, aux États-Unis, on leur a dit, ben voilà, on va vous donner des capital ratios et des choses à respecter. Et les banques ont dit, bon, on va respecter. Et il y a un moment où la Securities and Exchange Commission, la SEC, le régulateur américain, a dit, mais vous avez un très bon système pour contrôler tout ça. Nous, on n'est pas trop nombreux. Vous pouvez maintenant utiliser votre propre système pour faire le reporting et rester dans les limites. C'est un peu intéressant de dire au contrôlé qu'il va se contrôler lui-même, quoi, hein. C'est un petit peu l'excès de vitesse sur la route et il n'y a pas de radar, et vous promettez que vous allez le faire bien. Et alors évidemment, les gens s'arrangent toujours pour avoir quelque chose qui leur est favorable plus qu'aux autres. Mais c'est à l'intérieur des maisons qu'il faut arriver à se contrôler, mais ça veut dire prendre moins de prise de risque, gagner moins d'argent, et donc réduire la profitabilité. C'est un software sophistiqué qui prend en compte toute une série d'éléments que je ne connais pas et qui va déterminer une opportunité d'achat ou de vente d'un instrument et qui va jeter cette instruction dans la bourse, c'est-à-dire dans un ordinateur. La bourse, c'est un grand ordinateur, hein, achat, qui prend les ordres. Et donc le truc, ce qui est très nécessaire pour l'algorithmique, c'est que ça passe très vite, parce que quand l'ordinateur donne son instruction, il faut être le premier, parce que la banque d'à côté, elle fait la même chose, et l'ordinateur de la bourse, il va prendre les informations, les ordres, avec une certaine hiérarchie qui est largement ou complètement, je ne sais plus, basée sur le temps. Donc si votre ordre arrive avant le mien, le vote va passer, et puis quand le mien arrive, il n'y aura peut-être pas de contrepartie, donc moi je n'ai pas fait l'ordre. Alors ça, c'était en centième de seconde, dixième de seconde ou en centième de seconde, on parle maintenant de millisecondes. Et donc l'ordre peut arriver à l'ordinateur central de la bourse en quelques millisecondes, et on est en train de descendre en dessous d'un milliseconde et de faire des microsecondes. Alors il y a autre chose, quand on passe un ordre par exemple d'Amsterdam à Londres, eh bien on constate qu'il fallait, je sais pas, 50 millisecondes. Et si vous le passiez de Londres à Londres, il fallait que 19 millisecondes. Donc les gens d'Amsterdam, c'est inadmissible. Moi, Alors qu'est-ce que les bourses ont fait? Pour les grandes maisons, on a fait de la colocation. Alors ça, c'est très intéressant, parce que l'ordinateur central de la bourse, il n'est pas à la bourse, il est quelque part d'autre. Et pour que l'ordre aille le plus vite possible, malgré l'électronique formidable, il faut que ce soit le plus près possible. Donc si l'ordinateur est ici, je loue la salle d'à côté à la grande banque, et donc là, l'ordre va arriver en 1 milliseconde ou
ou 40 microsecondes, et donc je suis sûr d'être le plus près. Et donc, autour de l'informatique d'une grande bourse, vous avez des co-locations pour un petit nombre de joueurs qui peuvent se permettre de... C'est pas tout le monde, c'est pas les petites banques ou les caisses d'épargne forcément qui vont faire de l'algorithmique, mais c'est devenu effectivement très très important.